On va enchaîner tout de suite avec la deuxième présentation de la soirée, qui sera donnée par Catherine Gosselin. Cette présentation porte le nom de Départ à la retraite, à vos marques, prêts, cogitez. Catherine est une étudiante au doctorat en recherche et intervention en neuropsychologie à l'UQTR et elle s'intéresse au rôle des déterminants de la réserve cognitive. Elle s'intéresse aussi à l'occupation professionnelle, le maintien de la santé cognitive et le maintien de la santé cognitive lors du passage à la retraite. Donc, on accueille chaleureusement Catherine, tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Je suis bien heureuse d'être ici parmi vous pour vous parler de la retraite. Mais de la retraite sous un angle différent qu'on a tendance à pas l'aborder. C'est-à-dire que je ne vous parlerai pas de REER, je ne vous parlerai pas de santé financière, je vais plutôt vous parler de santé cognitive. Puis à travers de ça, je vais en profiter pour démystifier certains mythes qu'on pourrait en donner par rapport au vieillissement. Donc, je commence avec un premier mythe ou réalité. Si je vous dis le vieillissement entraîne toujours une diminution de la cognition, est-ce que vous me diriez que c'est un mythe ou une réalité? Oui? Donc, vous n'êtes pas dans le bon. C'est un mythe. C'est un mythe pour plusieurs raisons. De un, le vieillissement ne va pas toujours entraîner un déclin cognitif. On va avoir des grandes différences entre les personnes. Ce qu'on peut voir, c'est que plus on vieillit en âge, plus il va y avoir de la variabilité au niveau des profils cognitifs. Puis, d'un second point, on a différentes fonctions cognitives comme notre capacité en mémoire ou notre vitesse à traiter l'information. Il va y avoir aussi des variabilités à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on ne perd pas nos fonctions cognitives toutes de la même façon. Donc, et oui, le cerveau vieillit. Les images que vous pouvez voir ici, c'est la comparaison entre un cerveau d'une personne jeune d'environ 20 ans et une personne âgée de 94 ans qui est dans une perspective normale de vieillissement. Il n'y a pas de neuropathologie. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir une diminution au niveau du poids, mais aussi du volume du cerveau. C'est pour ça qu'on peut voir que les ventricules à l'intérieur du cerveau sont un petit peu plus élargis. Puis ça, ça va avoir certains impacts au niveau de la cognition. Mais comme vous pouvez voir dans le tableau, on va avoir certaines fonctions qui ont tendance à diminuer, mais on a aussi des fonctions qui ont tendance à être remarquablement bien préservées et à continuer à augmenter avec l'âge. Donc, ce qui diminue dès la vingtaine, donc je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en bas, là, sur la statistique, ça commence dès 20 ans, on va avoir une diminution au niveau de notre vitesse à détecter l'information dans notre environnement. On va avoir aussi une certaine diminution au niveau de notre capacité en mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité à retenir de l'information, comme un numéro de téléphone, puis aussi à faire des opérations sur l'information, par exemple des calculs mentaux. Par exemple, ce qu'on peut voir sur la ligne rouge, c'est toutes les connaissances qu'on acquiert sur le monde. Il y a un certain type de mémoire, plus la mémoire sémantique, qui se retrouve très très bien préservée dans le vieillissement, puis plus on vieillit, souvent on a tendance à avoir un plus grand bagage de connaissances. J'aurai un second mythe aux réalités pour vous. Donc, certains facteurs de vie qui influencent le vieillissement cognitif. Est-ce que vous diriez que c'est un mythe ou que c'est la réalité? Donc, c'est la réalité. Il y a certains événements dans la vie qui vont aller influencer, ou du moins qui vont s'associer à un déclin qui est plus accentué au niveau des capacités cognitives. D'un point de vue plus favorable, on peut voir qu'il y a beaucoup de facteurs de vie et aussi de décisions qu'on peut prendre qui vont permettre de maintenir un meilleur fonctionnement cognitif tout au long du vieillissement. Donc, moi, je vais vous parler de la retraite, parce que ça fait partie de mon projet de thèse, mais aussi parce que ça a été identifié comme une transition de vie majeure où on peut voir un déclin accentué au niveau des capacités cognitives. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que dans les études qu'on a faites, on voit qu'il y a beaucoup de variabilité encore au niveau des personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va expérimenter du déclin. On a des retraités qui ont un fonctionnement qui est tout à fait préservé. Puis ça, ça l'a intéressé les chercheurs, bien entendu, à savoir, c'est quoi qui peut influencer ces variables-là.
Et je vous amène ici le concept de la réserve cognitive. Donc, le concept de la réserve cognitive, c'est un concept selon lequel, tout au long de la vie, on va faire des expériences. Des expériences qui vont être intellectuellement stimulantes, comme par exemple aller à l'école, ou même à travers nos fonctions d'occupation professionnelle, on va être amené à réaliser différents défis, puis à apprendre aussi beaucoup d'informations. Puis ça nous permet de nous construire une réserve tout au long de la vie, qui fait en sorte que quand on arrive au moment de la retraite, eh bien, on aurait tendance à avoir un fonctionnement qui est mieux préservé, où on ne verrait pas de déclin associé à la prise de retraite. Il y a aussi, je l'ai pas nommé ici parce que ça ne fait pas partie de mon projet, mais aussi toutes les activités auxquelles on va participer au cours de la vie nous permet aussi de construire notre réserve. C'est bien beau la réserve, mais on ne peut pas juste s'asseoir là-dessus. Donc, une fois qu'on est arrivé à la prise de retraite, il y a beaucoup de facteurs aussi qui nous permettent, ou du moins qui sont associés avec une meilleure préservation au niveau des capacités cognitives. Donc, cerveau musclé, pensée aiguisée. Il y a beaucoup d'activités qui vont être intellectuellement stimulantes et qui nous permettent de bien préserver notre fonctionnement. Notamment, les casse-têtes de type Sudoku ont été associés à une meilleure préservation au niveau des capacités cognitives. On a aussi les jeux de société, les jeux qui vont aussi se pratiquer à plusieurs. Puis les éléments qu'on voyait qui étaient favorables à la cognition sont, bien sûr, ça va stimuler la mémoire, on a des apprentissages de nouvelles règles. On doit aussi développer des stratégies, puis on voyait aussi un effet positif au niveau des activités qui se pratiquaient en grand groupe, parce qu'il y a un caractère très interactif aussi au niveau des stratégies par rapport à la réaction de l'autre au jeu. Il y a aussi la musique. Il y a beaucoup d'études qui ont porté sur la musique comme un facteur qui pourrait stimuler le cerveau. Ce qu'on voyait principalement, c'est de pratiquer un instrument de musique. Mais je dirais plus précisément d'essayer un nouvel instrument de musique, d'apprendre un nouvel instrument de musique qu'on n'aurait pas pratiqué avant. Puis il y a aussi des études intéressantes qui ont montré que d'écouter de la musique, ça serait bon au niveau des capacités de mémoire, d'écouter des nouveaux styles de musique aussi. Puis plus en lien avec le vieillissement pathologique, on sait des fois qu'il est capable de rappeler des nouveaux souvenirs, par exemple des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, il va avoir une plus grande facilité à rappeler certains souvenirs lorsque c'est associé à des musiques qui vont connaître. Les autres activités qui ont été identifiées comme étant favorables à la santé cognitive, il y a bien entendu la lecture. La lecture, ça demande du balayage visuel, il faut se souvenir d'une série de mots pour justement les maintenir en mémoire, faire du sens. Ça serait favorable aussi aux fonctions cognitives. Il y a beaucoup d'études qui portent sur l'apprentissage d'une langue seconde. Quand on passe d'un langage à un autre, il y a ce qu'on appelle la flexibilité, notre capacité justement de traduire, mettons, les mots, le sens du mot, pour ensuite répliquer dans la langue. Puis ça aussi, c'est associé à des meilleures capacités au niveau de la flexibilité cognitive. Puis, il y a aussi, bien entendu, le fait de continuer à s'instruire. Des fois, de s'instruire dans des domaines qui nous ont toujours intéressés. Il y a aussi des programmes comme l'Université du troisième âge là, qui vont justement permettre aux personnes à la retraite de poursuivre leurs apprentissages. De manière intéressante, il y a le programme MEMO qui a été élaboré par des chercheurs du CRUGM. Puis le programme MEMO, il va se servir de notre mémoire visuelle puis de l'élaboration de stratégies pour aller faciliter nos capacités à se souvenir de l'information. Donc ici, je vous mets une petite... dans le fond, c'est une image qui représente un petit peu en quoi consiste le programme. Donc, on est tous habitués de faire, mettons, un chemin de manière très régulière. Par exemple, le chemin, mettons, quand on rentre chez nous, mettons, le chemin en allant au travail. Le programme MEMO va nous faire développer des stratégies qui consistent à associer une image visuelle qui va être ludique ou du moins saillante, puis, dans le fond, de mettre chaque élément qu'on doit se souvenir tout au long de notre progression, dans le fond, qu'on est habitué de faire. Comme ici, par exemple, si je voudrais aller à l'épicerie et je veux me souvenir d'un verre de lait, d'acheter du lait et d'acheter des biscuits, je pourrais penser à des images ludiques pour aller vraiment comme créer, renforcer un petit peu, je dirais, le stockage en mémoire, la capacité à récupérer l'information. Bien entendu, il y a d'autres facteurs aussi qui contribuent au maintien. C'est bien beau la réserve cognitive, mais il faut aussi s'assurer d'avoir, de faire attention à nos structures. Puis par rapport aux études qui ont démontré des liens avec la cognition, bien, on voit que le fait d'avoir une alimentation, un régime plus de style méditerranéen ou un régime qui est riche en fruits et légumes,
mais aussi, dans le fond, en protéines plus de type végétal, ça s'associe aussi à un meilleur fonctionnement cognitif, surtout au niveau de la mémoire et de la vitesse de traitement. Ça va dire que la santé cognitive, ça passe par l'activité physique. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est associé à moins de risque de déclin. Mais aussi, lorsque c'est combiné à un entraînement cognitif, comme par exemple le programme MEMO, ce qu'on peut voir, c'est que ça augmente l'efficacité de l'entraînement cognitif. Parmi les activités qui ont été étudiées, on peut noter les cours d'aérobie, la danse, quand on a dans le fond des activités qui vont aller quand même stimuler un petit peu le système cardiovasculaire. Il y a aussi les activités plus de type entraînement qu'on peut adapter selon notre condition physique, comme par exemple le gym sur chaise. C'est bien beau l'activité physique, mais il y a aussi un autre concept qui est la non-sédentarité. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'en plus de faire de l'activité physique, c'est vraiment important de ne pas rester sédentaire trop longtemps. Donc, bien entendu, il y a la marche qui nous permet de bouger. C'est sûr qu'actuellement, on a tendance à moins marcher qu'avant parce qu'on a notre véhicule pour nous déplacer. Mais c'est sûr que pour avoir une santé cognitive, du moins, c'est recommandé d'effectuer une marche. Lorsqu'on vous dit 10 000 pas par jour, il y a d'autres études qui ont démontré que c'est environ 8 000. Je vous dirais que c'est une marche d'environ 45 minutes. Il y a bien entendu aussi toutes les activités qui vont aller favoriser, dans le fond, la santé cognitive. Il y a des études qui ont porté sur la méditation pleine conscience. Puis ce qu'on voyait, c'est que le principe actif dans la méditation pleine conscience, c'est vraiment la respiration. Donc, ce qui est important de se souvenir dans la respiration, c'est d'aller justement calmer notre système en inspirant avec une expiration qui va être plus longue que l'inspiration. Et finalement, je finirai avec un facteur qui est très, très, très important, puis c'est tout ce qui est au niveau du support social. Dans le fond, pour s'assurer d'avoir une bonne santé cognitive, ça passe aussi par la santé globale. Puis la santé globale, bien entendu, ça passe par nos interactions, notre support social. Donc, ce qu'on pouvait voir, c'est que la participation sociale, notamment le soutien émotionnel perçu par les proches, c'était corrélé positivement à la santé cognitive. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Catherine. On va passer à la période de questionnement. Oui, il faut que je me mette dans le cadre. Est-ce qu'on me voit? Yes! All right. Dans le fond, vous pouvez poser vos questions. Catherine va pouvoir répéter la question pour que tout le monde puisse entendre et ensuite répondre au meilleur de ses capacités. Merci. Gaston? Il y a quoi dans le monde de vérification d'entraînement cognitif sur le positif sur le radar? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne question. Ce que j'ai pu, mettons, voir à date dans... la question, dans le fond, Gassard me demandait, il y a beaucoup d'applications qui ont été construites qui vont, dans le fond, dire un petit peu qui sont capables d'améliorer le fonctionnement cognitif. Il me demandait un petit peu ce que j'en pensais par rapport à ça. Mais dans le fond, ce que la littérature nous dit, c'est que de un, il y a certaines fonctions qu'on voit juste un effet à court terme. Ça veut dire que quand on fait l'entraînement, par exemple, tout ce qui est au niveau plus de la mémoire de travail ou des capacités attentionnelles, ça va être effectif le temps qu'on le pratique. Mais ce qu'on veut voir aussi, c'est la capacité à persévérer dans le temps une fois que c'est arrêté. Puis ça, si je ne me trompe pas, dans le fond, c'était pas tout à fait convaincant comme argument à ce niveau-là. Comme je vous dis, les programmes MEMO, ça c'était particulièrement intéressant parce qu'on a vu un effet de l'entraînement cognitif avec l'élaboration de nouvelles stratégies qui perduraient dans le temps. Je pense que l'autre suivi, c'était 3 mois plus tard. Donc, on était quand même capable. Je dirais que par rapport à ça, c'est vraiment variable dépendamment de l'application, puis aussi des fonctions qui sont sollicitées par rapport à ça. Oui, je me demandais, tu disais que dès 20 ans, il y avait des fonctions qui commençaient à découler dans la performance de ton entraînement, de la formation, tout ça. Pour l'entraînement cognitif, toutes les bonnes habitudes de préserver notre réserve cognitive, tout ça, est-ce qu'il y a une période sensible pour dépasser cette période-là, par exemple, jouer trop tard? Y a-t-il un timing spécial? Avant, on avait tendance à dire qu'on vieillissait, il n'y avait plus de plasticité cérébrale, c'était terminé. Puis dans le fond, c'est pas ce qu'on voit. C'est sûr que, mettons, plus on vieillit, moins il va y avoir de plasticité, mais il y a toujours possibilité.
Il y a certaines études qui vont démontrer, mettons, au niveau plus des facteurs, là, j'ai parlé beaucoup des facteurs favorables, mais il y a des facteurs qui sont non favorables, comme par exemple le fait de fumer. Bien, dans le fond, il y avait certaines périodes qui étaient, mettons, chez les, je dirais, plus jeunes personnes âgées, fait que 60-70 ans, qui semblaient avoir plus d'impact que lorsque la personne développait cette habitude-là un petit peu plus tard dans la vie. Fait que je dirais que je pense que c'est particulièrement variable. Puis au niveau, c'est ça, de la diminution des fonctions, mais c'était la vingtaine par rapport à la vitesse de traitement, la mémoire de travail, mais il y a beaucoup de variabilité interindividuelle, puis ça augmente aussi avec l'âge. Fait qu'on voit un petit peu avec ça qu'il y a beaucoup de facteurs de vie qui permettent aussi, qui nous donnent quand même un pouvoir actif sur notre santé cognitive. Fait que c'est pas tout déterminé, puis c'est ça, il y a beaucoup de façons là, de prévaloir des facteurs de maintien qui nous permettent d'avoir une bonne santé en vie. Oui? Oui, dans le fond, c'est pour le facteur de l'activité physique. Est-ce que si c'est facile, la personne est en train de faire quelque chose qu'elle pense que c'est pas ça, que ça fait comme un effet placebo, ou c'est vraiment comme l'activité physique qui pense que les gens ça va faire? Oui, c'est une très bonne. Oui, certainement. Dans le fond, la question est super pertinente. Elle me demandait si l'effet positif qu'on va voir au niveau de la cognition, c'est associé au fait de faire ou c'est plutôt au fait de penser à faire? C'est bien ça. Puis ça, il y a des études qui ont démontré que le fait quand même de programmer une série de mouvements, bien, c'est associé aussi à des changements au niveau du fonctionnement cognitif. Fait que j'aurais tendance à dire que le fait aussi de penser le mouvement, c'est sûr que c'est associé, dans le fond, à certains facteurs au niveau cognitif. Mais il y a aussi l'effet de bouger, la santé cardiovasculaire, le fait, mettons, d'augmenter son niveau d'activité qui peut être, dans le fond, bénéfique au niveau des structures. Fait que je dirais peut-être que c'est un petit peu des deux. Ouais. Oui? Tantôt, tu parlais de comme les conditions de vie, par exemple, penser à la retraite. Je pense qu'il y a des études qui disent potentiellement une retraite progressive, ça peut être un peu comme une voie de choc. Ouais. Ouais. C'est une bonne question. Je demandais si le fait d'avoir, on parle de plus en plus à une progression vers la retraite, fait pas le fait d'avoir une occupation professionnelle et du jour au lendemain arrêter, mais plus une retraite ou une pré-retraite préventive, à savoir, l'effet que ça peut avoir par rapport à la retraite, c'est vraiment une bonne question. Puis, dans le fond, dans ma deuxième étude, on a vu aussi que dépendamment de la complexité de l'occupation professionnelle, on ne voit pas les mêmes effets de la retraite. Puis plus particulièrement, ce qui nous a étonné, c'est qu'un niveau de complexité, dans le fond, des travaux plus manuels, on voyait un effet bénéfique de la prise de retraite sur la santé cognitive. Puis c'était notamment en lien avec le fait que souvent, ça va être des emplois qui vont être plus fatigants physiquement. Fait que ça peut nuire justement pendant qu'on les fait. On vieillit, on est plus fatigué. Fait qu'au niveau de la cognition, on voyait quand même une amélioration quand la personne elle avait le repos qui était associé à la retraite. Fait que oui, peut-être que ça pourrait être une super belle avenue d'y aller avec quelque chose de plus transitionnel pour pas justement attendre que les gens soient fatigués puis ensuite que la prise de retraite. Il y a des autres questions? Merci de votre écoute.